Aujourd'hui, la plupart des réponses qu'on pourrait obtenir d'un coach, on les tape sur ChatGPT, on les a. J'aurais jamais avec l'IA que je vis avec toi. Jamais. À travers l'interaction qu'on a avec les gens, c'est fou comment on peut les faire grandir quand on a quelques outils. À les écouter mieux, à les écouter sur leurs aspirations, leur orientation, les freins qu'ils ont, les croyances qui les freinent. Formez-vous. Avec qui? Formez-vous avec les gens qui vous inspirent. Faut pas seulement s'arrêter au diplôme et à la structure. Faut aller voir qui sont les personnes avec lesquelles vous allez interagir parce que vous êtes inspiré par un enseignant ou par un formateur ou par un coach. Donc, l'investissement sur soi-même, pour moi, c'est la priorité numéro un. Les amis, bonjour, bienvenue dans Parole de coach. Aujourd'hui, j'ai l'immense privilège d'accueillir vraiment une légende vivante pour moi de la PNL francophone et bien plus encore puisqu'il est dans le coaching, la PNL, beaucoup d'autres choses entre autres et je le suis déjà depuis très très longtemps. Aujourd'hui, j'ai la chance d'accueillir Paul Pironnet qui nous fait le plaisir de passer sur Parole de coach. Paul, bonjour, merci d'être là, merci d'avoir pris ce temps avec nous. J'espère que tu vas bien. Eh ben oui, je te remercie beaucoup d'ailleurs. Alors, effectivement, je suis pas sûr si je suis une légende, mais ça fait longtemps en tout cas que je fais de la PNL, puisque ça va faire pour toi en tout cas. Merci. Voilà, je suis très heureux de passer ce petit moment avec toi, Mehmet, et puis voilà pour ta communauté aussi, de répondre au mieux à préoccupations peut-être des autres concernant le coaching. Et concernant le coaching, puisque sur Parole de coach, ici on va vraiment parler de l'accompagnement, du coaching et de la PNL, parce que pour moi, comme je le disais, tu es pour moi la légende vivante francophone de la PNL, parce que de par tout ce que tu fais, ce que tu proposes, pour moi, tu fais vraiment partie des références du marché. Et aujourd'hui, dans Parole de coach, l'objectif, c'est de savoir justement quel est ton avis justement sur le monde du coaching aujourd'hui au sens large du terme, par ton filtre à toi. Et avant de commencer, pour les personnes qui ne te connaîtraient pas encore, bon, ça m'étonnerait, mais pour les personnes il y en a qui me connaissent encore, est-ce que tu peux nous faire une rapide présentation, comme tu as envie de le faire, de qui tu es, ce que tu fais et ton parcours? Alors, moi, je suis d'abord un homme passionné par le monde de l'évolution et de la transformation personnelle et professionnelle, puisque j'interviens depuis des années maintenant dans le cadre notamment de la PNL, mais j'ai pas été formé qu'à la PNL. Alors, j'ai commencé en fait ma vie dans le sauvetage en mer, puis confronté, parce que j'étais spécialisé en côte dangereuse, à des situations où l'humain est vraiment très très important, parce qu'entre souffler dans un mannequin et puis réanimer une personne, toi qui est en état de choc avec la famille qui est autour, je me suis rendu compte à quel point la dimension neuro-émotionnelle, on va dire émotionnelle et relationnelle, pouvait faire une vraie différence. Et c'est donc dans ce but-là que j'ai commencé à faire des séminaires. Donc on est en 86 à peu près. Et puis du coup, très vite de stage en stage, de séminaire en séminaire, j'ai découvert un peu ce qu'on a appelé à l'époque les voies de la psychologie humaniste, que ce soit au niveau oral, au niveau émotionnel, au niveau corporel, au niveau énergétique, au niveau mental, au niveau... Voilà, il y a même des choses qui se faisaient autour parfois de substances plus ou moins autorisées à l'époque. Mais voilà, pourquoi? Parce qu'il y avait une quête très très importante de la découverte du monde humain et moi, ça m'a complètement passionné. Et donc après, j'ai commencé à suivre des formations un peu plus professionnalisantes. J'ai d'abord fait de la gestalt, ensuite beaucoup d'analyse fractionnelle, j'ai fait de la sophro, tout ça. Et puis après, j'ai suivi une formation de formateur pour me lancer comme professionnel. Et puis, j'ai découvert la PNL, que j'avais une brève découverte liée à un livre sur lequel j'étais tombé d'ailleurs dans un des premiers séminaires de développement personnel. Et puis après, j'avais vraiment envie, j'avais accroché, je sais pas pourquoi, avec ce truc. Et donc, j'ai fait venir Alain Quérol à Grenoble, qui était la grande référence en France. Et puis, finalement, c'était une bonne chose, parce qu'on a monté un groupe ensemble. J'avais pas assez d'argent pour aller me former. Du coup, j'ai fait venir l'intervenant, j'ai réuni les gens. Ça m'a pris 6 mois. Et puis, d'année en année, on a co-développé ensemble l'école de PNL. Et c'est dans ces années que le coaching est arrivé. Et du coup, ça revient à la petite question autour du coaching, parce que le coaching, on en parle depuis 96, figure-toi. Première année où, avec Alain Quérol, nous, on avait ouvert un département école de coaching. À l'époque, qui s'appelle toujours d'ailleurs, il s'appelait ICI, Institut de Coaching International, et qui est devenu une société à part entière à partir de 2000, puisque pendant les 4 premières années, 96, 97, 98, 99, nous l'avons développé à partir de ma propre structure. C'était considéré comme une des branches de l'école de PNL. Donc, c'est intéressant de voir comment j'ai pu voir évoluer le monde du coaching à travers toutes ces décennies, en fait. Ouais, carrément. Voilà, en tout cas, ça a été une passion. Moi, j'ai continué à travailler autour de la PNL et puis j'ai en fait ouvert 3 écoles de coaching. La première, c'était en 96, la deuxième en 2005.
avec un autre garçon qui s'appelait Luc Delage. Et puis après, je me suis séparé parce que dans la deuxième décennie, j'étais sur une autre entreprise qui s'appelait Cohésion Internationale, très portée aussi par la dimension du groupe. Et puis après, troisième décennie, je me suis retiré de Cohésion Internationale, qui existe toujours d'ailleurs, société que j'avais co-créée, enfin que j'avais créée, puis ensuite je me suis associé. Et j'ai monté ma troisième école de coaching en 2015, dont je me suis séparé. Elle existe toujours d'ailleurs, puisque mon collaborateur de l'époque a continué de la garder. Voilà, donc j'ai une vie assez riche, je pense, au travers de toute l'évolution du coaching en France, en tout cas, et puis un peu dans le monde. Voilà, donc ça m'a toujours passionné, moi, le monde humain. Alors, c'est vrai que ce qui me passionne le plus, moi, c'est la dimension des ressources. Et je trouve que la PNL, pour ça, est une Rolls-Royce en matière d'outils pour révéler le potentiel humain. Et puis après, le coaching, c'est une des applications de la PNL, de l'accompagnement, l'accompagnement individuel ou collectif auprès du grand public ou des entreprises. Ça donne un peu des dimensions différentes. Puis après, on a vu le coaching aussi se construire autour du manager coach, du parent coach, etc. Donc il y a à la fois un métier qui s'est structuré. Là, j'ai évolué un peu sur la question coaching. Et en même temps, c'est aussi intéressant de voir que ça a pris toutes les formes possibles et imaginables, le coaching, puisque on allait acheter un téléphone et on voit des coachs qui sont là pour nous accompagner en téléphonie, on a dans les salles de sport, on a partout. Ouais. Donc ça a pris des formes très variées. Et c'est tout le sujet justement dans Parole de coach, parce que l'idée en fait c'est aussi de redonner la parole à des gens qui ont de l'expérience, qui ont passé, tu vois, comme toi, des décennies à poncer en fait ce sujet du coaching au sens large par la PNL, par d'autres approches. Et aujourd'hui, dans cette émission, nous ce qu'on veut c'est redonner plus de visibilité et de compréhension aussi aux gens là-dessus. Selon toi, et aujourd'hui, vu l'expérience que tu as, et surtout aujourd'hui tu as créé l'Institut Paul Pironet qui délivre encore, tout ça aujourd'hui. C'est quoi ton approche et ta philosophie aujourd'hui du coaching, de l'accompagnement au sens large, tu vois, de l'humain en fait? Comment tu vois ça aujourd'hui en 2025? Pour moi, d'abord, redéfinir un peu le coaching. Le coaching, c'est l'art de l'accompagnement. Donc, ça vient du mot cocher à l'origine. Le cocher, c'est celui qui conduit la diligence. Donc, le cocher, c'est celui qu'on appelle pour ensuite nous accompagner vers une destination. Je trouve que le mot est assez juste. Et donc le coach aujourd'hui, c'est en tout cas dans ma version, c'est d'abord un professionnel de l'accompagnement, en ce sens qu'il a appris à poser des bonnes questions pour aider la personne à clarifier là où elle en est, quelle est au fond la destinée vers laquelle elle veut aller. À partir de là, quels sont les points forts qu'elle imagine, quelles sont aussi les difficultés, les enjeux auxquels elle a à faire face. Et puis à partir de là, de l'aider à trouver des ressources pour justement accompagner. Donc le coach est là pour poser des questions, faire réfléchir, prendre du recul, mobiliser des ressources. Mais il n'est pas là pour indiquer à la personne quoi faire. Ce qui est la différence d'un consultant. Le consultant, lui, il va faire un diagnostic, puis à partir de là, il va donner des prérogatives. Et on peut avoir les deux, parce que le métier a beaucoup évolué, mais c'est deux postures un peu différentes. Voilà, donc moi, la version que j'ai du coaching aujourd'hui, qu'elle soit à titre individuel ou à titre collectif, alors on parle de coaching individuel dans le grand public parce qu'on coach des personnes, on va parler de coaching de vie, de manière très générale, et puis après, on peut être un peu plus spécifique en fonction des compétences et évidemment des sensibilités que chacun peut avoir en fait. Et après, on a le coaching en entreprise où là, la dimension, c'est un peu la même chose, sauf que on va travailler l'humain dans un cadre donné qui peut être managérial, commercial ou autre, où là, l'idée, c'est d'accompagner la personne. Donc, on est à la fois coach, on est un peu tuteur, on est un peu formateur, on est un peu consultant. Tu vois, c'est un peu des métiers comme ça qui vont s'enrichir. Voilà. Donc, le rôle du coach dans son essence, c'est pas d'apporter des réponses, c'est d'aider la personne à les trouver. Mais moi, je sais que en fonction des demandes que je peux avoir, j'aime bien aussi avoir des experts dans un domaine qui sont bien sûr des gars capables de me poser des bonnes questions et pas forcément m'apporter toutes les réponses, mais m'aider à les trouver. Et puis, j'ai aussi besoin d'avoir des gens qui ont l'expertise pour me dire, en gros, Paulo, si tu vas avancer dans telle ou telle direction, voilà ce que moi je te suggère. Voilà. Et tu vois, c'est deux métiers un peu différents. Donc, tout ça, ça se croise un petit peu tout ça. Après, on a aussi la dimension plus thérapeutique. Un thérapeute, c'est quelqu'un qui est là pour faire un soin, donc il est là pour prendre en compte la personne dans ses blessures, dans ses dimensions émotionnelles. Et on a, alors évidemment, en fonction des approches, des outils et tout ça, beaucoup d'outils qui vont intervenir parfois pour avoir une intervention de type thérapeutique, donc de réparation, de soins. Et le coach, en tout cas, en fonction des outils qu'il va posséder, peut aussi à un moment donné avoir une intervention dit entre guillemets thérapeutique, tu vois, puisqu'il apportera un soin. C'est-à-dire qu'il y
y a vraiment deux dimensions, si tu veux. Et dans le coaching, en fait, à l'origine, on parlait de thérapie. Jusqu'en 95, 96, on parlait de thérapie. Le coaching est arrivé après. Et ça a été intéressant d'ailleurs parce que ça a entraîné énormément de personnes vers, on pourrait dire, ces approches d'évolution. Parce qu'avant, aller voir un thérapeute, pour la majorité des gens, ça voulait dire je suis pas bien dans ma tête ou dans mon cœur et là, j'ai pas besoin d'aller voir un psy ou un truc comme ça. Et puis après, le coaching est arrivé où là, on a quête en fait d'optimisation de la performance en vue d'aller dans un but. Donc, on a eu un coaching de performance. Il faut savoir que les premiers coachings sont arrivés dans le monde du sport. C'est là qu'on le voit apparaître pour la première fois, où l'idée, c'est d'accompagner les sportifs à être de plus en plus pointus, de plus en plus performants. Après, on retrouve le coaching, évidemment, arrivé dans le monde de l'entreprise, notamment aux États-Unis, où là, on aide un peu nos cadres à avancer par séquence de prise de recul, de réflexion et de progression, à titre individuel ou collectif. Et puis arrive ensuite un coaching, si tu veux, qui prend un peu de plus en plus les deux sphères, c'est-à-dire à la fois tout ce que les culture d'approche de développement personnel qu'on avait et le savoir-faire en termes d'accompagnement se mélange un peu. C'est-à-dire qu'on va travailler à la fois sur l'être de la personne, ce qu'elle vit, sur un champ émotionnel et relationnel vis-à-vis d'elle-même ou de son environnement, et puis l'acquisition de savoir-faire ou de stratégies qui vont lui permettre d'optimiser son processus, sa capacité à atteindre un objectif. Et aujourd'hui, tu vois, ce qui est hyper intéressant, c'est que là, franchement, tu nous as donné en plus un bon panel d'évolution sur ce qui se fait en coaching, mais aussi dans l'accompagnement, que ce soit thérapeutique ou autre. Selon toi, aujourd'hui, tu connais super bien le marché, évidemment, et toute son évolution. Et selon toi, aujourd'hui, un coach, est-ce qu'il doit avoir un panel d'outils où on peut se dire, il faudrait qu'il ait ça, et comme tu disais, qu'il puisse travailler et peut-être l'être, mais aussi la performance et aller chercher de la performance. Selon toi, je vais pas faire la question type de c'est quoi un bon coach, mais en 2025, comme tu l'as dit, c'est rentré dans les mœurs de se faire, tu vois, d'aller voir un psy, de se faire accompagner. Ça commence timidement en France à arriver, mais selon toi, un bon coach, justement, pour pouvoir aller de l'avant avec ça, il doit être équipé de quoi ou faire quoi? Alors, juste pour boucler ce que tu en train de dire, qui est très juste, c'est-à-dire que depuis que le coaching est arrivé, ça fait moins peur d'aller vers la psychologie, parce qu'elle devient dans les mœurs un levier évident pour aller mieux, pour performer davantage, etc. Alors maintenant, pour revenir sur le coaching de manière sociale, que faut-il faire pour être un bon coach, finalement, c'est souvent la question. Alors, il y a évidemment deux dimensions. Il y a une dimension qui est de l'être humain, c'est-à-dire parce qu'on est d'abord des êtres humains avant d'être des fers humains, et le sous-jacent de nos comportements, c'est souvent ce qui se passe à l'intérieur. Je dis souvent que pour faire évoluer le monde extérieur, il faut aussi évoluer sur le monde intérieur. Donc, ça veut dire rentrer dans la compréhension de comment ça marche, ce monde intérieur, aller trouver les ressources qui vont permettre à la personne d'évoluer. Et puis après, il y a toute sa relation à l'environnement. Alors, au niveau des formations, si tu veux, ça s'est beaucoup structuré dans le temps. Aujourd'hui, on a des fédérations de coaching qui ont mis des années à se mettre d'accord. Il y a 3 grosses fédérations. Il y a l'ICF qui est la plus connue et la plus répandue dans le monde. Il y a le MCC qui est aussi une grosse fédération de coach. Et puis, il y a la Fédération française de coaching. FCC, je crois, qui est une 3e fédération. Alors au départ, nous, on a été un peu les initiateurs de ces grands mouvements de connexion, puis après, ça a vraiment évolué. Et donc, dans ces fédérations, l'ambition, c'est de mettre un peu de cadre, si je puis dire. Et donc, aujourd'hui, il y a des process qui ont été définis avec des niveaux de formation et de validation, de certification qui sont un petit peu réfléchis et qui sont là pour donner au fond de la qualité aux coachs qui sont notamment quand ils veulent aller dans des organisations. Et c'est là que c'est intéressant parce que du coup, on va avoir 2 types d'identités de coach. Pour compléter mon apport, tu as des coachs qui vont être notamment dans ces fédérations qui sont très importantes parce que on suit des protocoles de formation, que ce soit avec Vincent Lénart, avec Alain Cardon, avec tous ces grands coachs qui viennent à l'origine de ces grandes approches comme l'analyse fractionnelle, la Gestalt, la PNL, l'analyse systémique, etc. et qui ont forgé des vrais cursus de formation avec des niveaux de certification qui, au fil des années, se sont de plus en plus définis, on va dire. Donc là, ça forme des coachs reconnus et notamment dans le monde des organisations, on a besoin de plus de cadres. C'est-à-dire qu'il y a des procédures de partout, de plus en plus définies et qui stipulent du coup des critères, on va dire, qui font la qualité d'un coach et qui sont donc très clairement définis à la fois par la formation et par les compétences démontrées. Donc, on a des certifications qui servent à ça. Donc, ça, c'était intéressant, notamment si on veut aller dans le monde des organisations. Après, on a un autre mouvement de coachs qui sont tout aussi coachs, mais qui n'ont pas besoin forcément d'avoir une certification. Alors, c'est bien d'avoir des certifications parce que c'est comme la cuisine. On peut faire de la cuisine sans jamais avoir été formé. Mais si on va se former auprès de grands cuisiniers, on va s'apercevoir que la cuisine, c'est un vrai métier.
Voilà. La musique, c'est pareil. On peut très bien faire de la musique sans avoir jamais suivi de formation, mais le fait d'être formé auprès de grands musiciens ou en tout cas de bonne culture, on va dire, de la musique, c'est clair que ça va permettre de donner un cadre différent. Voilà. Donc maintenant, les deux polarités sont possibles. Tu vois, on a une polarité qui est plus artistique, sensible, et là, on a des gens qui ont des tas de choses à partager. Tu peux avoir une jeune femme, on va dire, qui a mal vécu une séparation, etc., et qui, sur Facebook, va te raconter un peu son histoire. Et puis, il y a des gens qui vont la suivre, et puis, à force de parler de ça, d'échanger sur tout ce qu'elle a appris, elle va réunir une communauté autour d'une identité qui répond à une problématique spécifique. Bon, elle s'est fait elle-même une identité autour de ça parce qu'elle a transformé par elle-même une problématique qui touche des centaines, des milliers de jeunes et qui vont du coup la suivre et qui seront prêts à payer, donc à monétiser. Elle va pouvoir monétiser ses services pour accompagner ces jeunes. Parfois, elle travaillera complètement à l'intuition. Elle n'aura aucune formation et on pas là encore non plus donner de nom, mais il y a des personnes qui réussissent, des femmes, des hommes qui réussissent comme ça sur les réseaux, on les voit, à développer à plus ou moins grande communauté. Et ce, sans avoir eu forcément de la formation, si ce n'est un peu de vidéos à droite à gauche, 2-3 bouquins, etc. Mais pour moi, ça manque un peu de structure et de métier. Mais ça n'empêche pas qu'elle puisse avoir un impact important. Après, tu as l'autre version, ce sont les coachs qui, eux, ont suivi des vraies formations. Donc, ils ont suivi des programmes qui sont aujourd'hui reconnus. Voilà, parce qu'encore une fois, c'est un vrai métier, la formation. Alors après, tu as le métier de coach, et puis après, tu as les outils qui vont permettre à un coach d'être performant. Et là encore, on a une variété, tu vois. Tu as des gens qui vont faire, par exemple, de la PNL. Moi, je trouve que c'est un outil tellement puissant pour faire. Maintenant, il y a des coachs qui n'ont jamais fait de PNL. Tu peux avoir des gens qui ont fait de l'analyse fractionnelle, par exemple. C'est un super outil, mais il y en a qui n'ont jamais fait. Il y en a qui viennent de la Gestalt, il y en a qui viennent de l'énéagramme, etc., etc. Donc, tu vois, il y a plein d'outils sur le marché. Donc, les outils sont des outils qui vont permettre, comme à un dentiste, toi, d'avoir des tiroirs pour aller. C'est des compétences qu'on va acquérir. Et puis après, il y a ce que j'appelle la contextualisation de ces outils. Et c'est pas parce que j'ai été formé en AT ou en PNL ou je sais pas quoi que je sais forcément le contextualiser. Tu vois, et c'est là que ça devient intéressant d'être porté par un thème, par une thématique, par une sensibilité particulière. Par exemple, certains vont être très portés par la relation de couple, d'autres la relation par enfant, d'autres, je sais pas moi, l'accompagnement dans le monde du sport, etc. Je peux juste me permettre de t'interrompre précisément sur ce sujet-là. Ça valide vraiment ce que tu dis là. Ça valide le fait qu'un coach, en fait, s'il trouve sa sensibilité, comme tu dis, c'est comme s'il trouvait la niche dans laquelle il se sent aligné et donc contextualisé en lien avec son métier. Et finalement, tu valides aussi le fait que quand on a cette spécialisation, cette contextualisation, la pratique et ce qu'on pratique en tant que coach devient beaucoup plus facile en fait. Absolument. Ouais. Tu vois, pour moi, et bon, ça fait maintenant des années, ça fait bientôt 40 ans que je forme et accompagne des personnes, si tu veux, vers des métiers de l'accompagnement de toutes les immutes. Hein. Ça va du manager, du cadre, commercial. Eux, qu'est-ce qu'ils viennent ? Ils viennent chercher des outils qui vont contextualiser dans un domaine. Et en même temps, ils vont faire un travail de transformation personnelle, parce que la connaissance de soi, connais-toi toi-même et tu finiras par connaître l'univers. Donc, on voit que la découverte de l'humain de l'intérieur, ça transforme évidemment énormément son rapport au monde. Et dans cette dimension d'évolution, ce qui va se passer, c'est qu'on va aller aussi dans son histoire. Et donc, comprendre dans son histoire ce qui, en tout cas, nous a toujours animés. Donc, ça revient à l'âme, ça revient à notre essence, à notre gaz, ce qui fait notre originalité, notre pureté. Et c'est ça aussi la formation, c'est de se découvrir dans notre sensibilité, dans cette dimension artistique dans laquelle chacun est. Et puis, par la conscience, évidemment, la connaissance, les savoir-faire et tout ça, et la pratique, et du coup, il va pouvoir, on va dire, contextualiser des outils qui vont permettre d'intervenir dans des milieux spécifiques qui le touchent plus particulièrement, sur des personnes ou sur des problématiques qui l'animent plus particulièrement. Donc là, après, on a une diversité, tu vois, et c'est pas fini de se démultiplier cette diversité, tu vois, parce que. Quel conseil tu donnerais à une personne qui, justement, dans cette diversité, peut-être hésite ou n'arrive pas à faire de choix ? Tu vois, là, tu nous as donné les clés de comment choisir, évidemment, en se connaissant soi-même, mais imagine une personne qui hésite entre 2 ou voire plusieurs domaines. Alors, la réponse est toujours à l'intérieur. Voilà. Et si je la trouve pas, c'est que j'ai besoin de descendre un peu plus profondément dans mon intérieur. Et puis, ça, c'est vrai, mais c'est pas que vrai. C'est-à-dire que il y a aussi des opportunités qui vont se présenter. Moi, je vois des personnes qui arrivent en formation toute l'année, puisqu'ils arrivent chez nous, ils font des cycles assez longs, qui peuvent faire 1 an, 2 ans, 3 ans, sur un cycle complet de PNL, c'est 3, 6, 9, 10,
Bon, il y a pas mal de journées, plus des compléments. Donc, les personnes vont d'abord, tu vois, au début, on va dire que la majorité des gens viennent parce qu'ils se posent des questions un peu sur leur vie. Donc, c'est soit des préoccupations d'orientation de vie, soit ils sont déjà dans un job, ils voudraient évoluer, soit ils s'intéressent au monde humain et ils ont envie de donner plus d'espace dans leur vie. Et donc, du coup, voilà, il y a plein de façons qu'ils y arrivent. Et puis, plus en avançant dans leur développement intérieur et extérieur, plus ils vont découvrir des outils qui peuvent avoir de l'impact. Parce que c'est à travers l'interaction qu'on a avec les gens, c'est fou comment on peut les faire grandir quand on a quelques outils, tu vois. À les écouter mieux, à les écouter sur leurs aspirations, leur orientation, les freins qu'ils ont, les croyances qui les freinent, etc. Puis il y a de plus en plus d'outils que les gens vont maîtriser, à la fois pour eux, mais aussi pour leurs proches. Et puis du coup, ils vont se retrouver dans des situations où ils vont aider leurs proches à avancer. Ça peut être leurs enfants, leurs conjoints, leurs amis, etc. Et puis du coup, il y a comme une demande qui va peu à peu s'instaurer autour d'eux. Et puis du coup, ils viennent me voir, ils me disent Paul, j'ai des demandes, qu'est-ce que je fais? J'y réponds, parce que moi je suis pas tout bon. Je lui dis écoute ton cœur et puis avance. Et puis après, si tu veux aller plus loin, structure-toi pour évidemment pouvoir accompagner. Et puis après, il y aura un deuxième métier à apprendre. Une fois qu'on acquiert le savoir-faire, c'est de savoir développer évidemment son activité, parce qu'au début, c'est toujours facile avec quelques-uns, mais si on veut en faire après une activité, il faut apprendre à le faire. Et ça fait partie d'ailleurs aussi des cursus. Donc, si tu veux, la construction, elle se fait à la fois par la découverte de soi, l'acquisition des outils, la connaissance de soi, des autres, du monde, des principes aussi qui permettent à une personne d'évoluer, des outils qui permettent de l'aider à avancer. Et puis, après, des opportunités qui vont se créer à travers les connexions qu'on va faire. On peut se retrouver dans un réseau, rencontrer des gens qui nous parlent d'un projet. Moi, c'est comme ça que je me suis retrouvé dans énormément de monde industriel, tu vois, parce que j'ai été beaucoup dans des réseaux, je me suis retrouvé dans des grosses industries, parce que j'ai eu des contacts qui m'y ont amené. Mais ça m'amène à une question qui est importante selon moi pour les coachs, c'est comment toi aujourd'hui, avec ces 40 années d'expérience et évidemment cette notoriété qui te précède, etc., comment toi aujourd'hui tu continues peut-être à soit monter en compétence, je sais pas comment le dire, mais tu sais, monter en compétence ou continuer à apprendre des choses, même là où tu te trouves aujourd'hui. Est-ce que tu as, je sais pas moi, des mentors, des gens qui t'aident, ou est-ce que Oui, toi, tu te fais accompagner, coacher, ou tu vois? Alors, en fait, il se passe un truc, c'est que plus on évolue, plus on est dans le plaisir de l'évolution. Alors bien sûr, on a toujours des rêves, des projets, etc. Mais le plus nourrissant, c'est l'évolution par elle-même de l'expérience. D'abord, moi, je suis un entrepreneur, j'ai une équipe de 5 permanents, on a une dizaine de personnes qui gravitent autour de nous toute l'année. J'ai plusieurs entreprises dans lesquelles je mobilise un peu de temps et d'énergie et parfois un peu d'argent. Donc, tu vois, je me forme. Oui, je me forme. Tu vois, j'étais encore en formation il y a la semaine dernière à Genève. Je continue, par exemple, le mois prochain, je serai avec, je vais voir Joe Dispenza parce que je continue à aller plus loin avec lui dans ses enseignements. Alors, moi, dans le monde de la PNL, si tu veux, j'ai plus de 50 000 heures de travail. Donc, mais en fait, c'est jamais fini puisqu'on est toujours en perpétuelle évolution en fonction des situations qui se présentent, des gens qu'on rencontre, des problématiques auxquelles on a à faire face. Ça nous aide en permanence à grandir. Et autour de la PNL, l'être humain, il est fait, tu sais, c'est d'abord un corps physique, donc tout ce qui est alimentation, tout ça, évidemment, ça nous intéresse. C'est un corps énergétique, donc tout ce qui est lié aux soins, tout ça, ça m'a toujours passionné. Donc, je suis toujours ouvert à des choses dans ce domaine. C'est un monde émotionnel, un monde mental, spirituel et autres. Donc, tu vois. Tu as dit quand même le nom de quelqu'un d'important aussi pour moi, Joe Dispenza, qui est quand même un des éminents spécialistes justement de l'être, parce qu'il est allé explorer ça par la partie scientifique. Si je comprends bien ton raisonnement, c'est d'aller encore plus haut dans la spiritualité, se découvrir soi. Tu vois, le week-end dernier, là, j'étais à Paris sur un congrès. J'ai été connecté à même des anciens de la PNL qui ont aux États-Unis, tout ça, qui ont fait évoluer des sensibilités plus particulières. Cornéa Andreas, par exemple, qui est une femme incroyable, qui travaille beaucoup sur des techniques qu'on voit en niveau 4 en PNL, qui sont très orientées sur la connexion. Et en fait, on retrouve, moi, quand j'écoute Joe Dispenza et que je suis ses enseignements et ses pratiques, je retrouve des choses qu'on a en PNL. Parce que, en fait, il ne parle que de PNL, sauf qu'il le fait sur un mode scientifique. C'est ça qui est intéressant. Mais voilà, tout ce qu'il enseigne, on
connaît ça depuis longtemps avec la PNL. Et c'est ça que je trouve intéressant. Moi, c'est l'être humain. C'est pas la PNL en soi, c'est ce que révèle la PNL en soi, l'hypnose, toutes ces approches de l'être humain, de la richesse de l'être humain. Et tu sais, on n'en finit pas dans le monde de la sensibilité, des émotions. On va de plus en plus loin et on ira toujours de plus en plus loin. Donc, c'est jamais fini. Et je crois que plus on avance, plus on est nourri par cette quête d'apprentissage constant, en fait. Bah écoute, merci déjà parce que c'est très 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 riche et merci pour toute l'expérience que tu nous apportes ici. Moi, je vais aller justement vers d'autres questions. J'ai 2 questions qui sont un peu qui sortent de l'ordinaire, auxquelles j'aimerais que tu répondes. Elles sont orientées une fois de plus sur le coaching et justement tout ce que tu as appris jusqu'à aujourd'hui. Mais l'une des questions que j'aime bien poser, c'est de savoir quelle est la chose la plus importante que tu as apprise sur toi en ayant un client en face de toi. Donc, Alors, pour donner du sens à ce que je vais te dire, est-ce que tu es d'accord avec moi que plus on descend dans l'infiniment petit, plus on s'aperçoit que c'est parfait? Ouais. C'est incroyable. Si tu vas dans l'infiniment grand, c'est pareil. D'accord? Ok. Et donc, incroyable. Quand tu vas dans l'infiniment grand, tout est parfait, en fait. Et quand tu vas dans le temps et dans l'espace, aussi loin que tu ailles dans le passé ou dans le futur, tout est parfait. Donc, maintenant, je reviens à ma question, enfin, à ta question. Qu'est-ce que j'ai appris avec les gens que j'ai rencontrés? C'est à quel point les gens sont le miroir de moi-même. Ce qui fait que je me dis toujours, en aidant une personne, au fond, à quoi ça me renvoie qu'il y a besoin de grandir en moi, en fait. Et je trouve que la vie m'a mis sur mon chemin des personnes que j'ai parfois aidé à grandir, que ce soit dans les formations, parce que j'en ai vu énormément, et de me dire à chaque fois en quoi cette personne, à travers ce qu'elle m'amène là sur le plateau et sur lequel on va travailler, en quoi cette dimension-là va me faire grandir. Voilà. Donc ça, c'est un des grands enseignements que j'ai eu, c'est trouver à chaque fois des choses. C'est incroyable comme la vie est incroyablement faite pour ça. Voilà, c'est comment je grandis à travers l'autre, en fait. Et effectivement, j'adore accompagner les gens, mais je me rends compte que la finalité qui est derrière, c'est que de façon aussi pour moi de grandir à chaque fois. Voilà. Alors après, ce que j'ai appris sur moi profondément, il y a beaucoup de choses que j'ai appris. D'abord que j'étais un être d'abord émotionnel, ce qui est pas rien. Moi, j'ai beaucoup grandi dans le fonctionnel, c'est-à-dire faut performer, il faut exister à travers des résultats qu'on a, il faut avoir un œuvre pour le monde, et peu à peu de grandir sur la dimension plus émotionnelle. C'est-à-dire, je suis d'abord un être humain avant d'être un faire humain, et que la qualité de ma personne, elle va d'abord passer par la qualité de ce que je rayonne et de la manière dont je vais interagir au monde. Tu vois, que dans cet espace d'interaction, tout est possible à partir du moment où je reprends la conscience qu'il y a justement un espace entre ce qui m'arrive et la manière dont je vais réagir. Et que celui-ci est infini pour autant que je me connecte à cet espace. Ça, c'est un immense apprentissage, par exemple, que j'ai eu. Écoute, merci parce que ça laisse le champ des possibles ouvert à notre propre questionnement, parce qu'effectivement, dans l'espace entre les deux, il y a une infinité de choses parfaites, comme tu l'as dit, que ce soit dans l'infiniment grand ou petit, et chacun puisera ce qu'il a envie de puiser là-dedans. Écoute, deuxième question. Oui. Et là, on va parler une fois de plus de toi, mais plus aussi de ton entourage. Quelle est, selon toi, la plus grande idée fausse que tes amis ou ta famille avaient sur ton métier au début? Que ça servait à rien. C'est-à-dire que la psychologie, en tout cas, moi, j'étais pas forcément forgé à monter des boîtes. Ça a été très compliqué au début parce que j'avais pas du tout cette expérience de l'entrepreneuriat, je veux dire, et encore moins de la psychologie, parce que j'ai pas fait de grandes études de psychologie. Moi, je suis arrivé dans la psychologie par les mouvements de la psychologie humaniste, donc par des stages de tout genre, et découvrant après des outils qui sont pas forcément enseignés dans des facs, mais en tout cas pas en France, en tout cas, et encore moins à l'époque. Alors maintenant, ça commence à venir, mais voilà. Donc aujourd'hui, à l'époque, ça surprenait tout le monde. Quand je disais que j'allais aller dans les entreprises pour faire de la psychologie, on me souvient même de débats dans lesquels j'ai été à l'époque sollicité en me disant non, l'entreprise c'est pas un lieu de psychologie, c'est un lieu de. Donc après, il a fallu se mettre d'accord sur ce qu'on mettait sur la psychologie. Et finalement, on s'est mis d'accord sur le fait qu'effectivement, on est d'abord des êtres humains et que l'humanité, elle s'intègre partout. Et plus on va avancer, on voit des progressions immenses avec l'IA, l'intelligence artificielle, et on voit se développer en même temps à la fois l'intelligence émotionnelle et relationnelle. D'ailleurs, la dimension de l'intelligence relationnelle avec soi ou avec les personnes avec lesquelles on interagit qui nous connectent à cette intelligence émotionnelle. L'un ne va pas sans l'autre. Donc, tu vois, il y a un développement qui est considérable là-dessus.
ça rejoint l'autre question que j'ai envie de te poser, c'est comment tu vois l'évolution justement du monde du coaching et de l'accompagnement en lien aussi avec l'IA, puisque l'intelligence artificielle est en train de supplanter pas mal de métiers aujourd'hui. Comment tu vois l'évolution de notre métier dans les années à venir avec l'IA? C'est une excellente question, parce qu'aujourd'hui, la plupart des réponses qu'on pourrait obtenir d'un coach, on les tape sur ChatGPT, on les a. Par contre, il y a une chose qu'on n'aura jamais. Par exemple, j'échange avec toi, j'aurai jamais avec l'IA que je vis avec toi. Jamais. Alors déjà, avec un écran, encore plus. C'est pour ça que les écrans, c'est bien, mais un être humain, il a besoin d'interaction et d'interaction vivante. Alors, évidemment que seul, être dans la solitude, c'est dur. Être déjà connecté à travers les écrans, c'est déjà quelque chose. On l'a bien connu avec le Covid. Mais la connexion réelle avec les gens, c'est encore un autre niveau. Donc, dans le savoir-faire, ce que je crois, c'est que l'IA va nous apporter énormément de ressources, et ça participe pour moi à l'évolution du coaching. Parce qu'aujourd'hui, si je me pose des questions sur la manière de préparer un examen ou quoi que ce soit, j'ai des réponses extrêmement rapides sur tout ce qui est savoir-faire. Il y a donc une excellence là-dedans incroyable que l'IA apportera. Et on va gagner beaucoup de temps avec ça. Il y a une chose sur laquelle l'IA ne pourra jamais se positionner, c'est la qualité de l'interaction. Et je veux dire, c'est comme quand tu rencontres quelqu'un, il n'y a pas qu'une affaire de connaissance qui se joue, il n'y a pas qu'une affaire de savoir-faire qui se joue, il y a une affaire de relation, de résonance émotionnelle, qui est même physique, énergétique, émotionnelle, mentale et même spirituelle. Donc là, l'IA ne pourra jamais faire ça. Et au contact, on pourrait dire, d'une personne, je vais apprendre de manière différente qu'au contact d'un ordinateur aussi puissant sur l'ordinateur. Si je joue aux échecs avec toi, je peux jouer avec une machine aux échecs et avoir des stratégies extrêmement élaborées, mais j'aurai jamais le plaisir, ou en tout cas la même chose que de jouer, sauf si je suis que axé stratégie, auquel cas. Mais nous sommes des êtres humains, encore une fois, donc des êtres émotionnels. On vit à travers la qualité de nos échanges. Et ça, jamais la machine le remplacera. Jamais, jamais, jamais. J'en suis absolument certain. Et donc, c'est dans cette dimension-là que les deux peuvent se lier. C'est-à-dire qu'on peut avoir l'intelligence de la machine et la qualité d'une relation. C'est ça que je défends. Et c'est comme ça que je pense que le monde va évoluer. C'est clairement ce qui est en train d'arriver, parce qu'effectivement, il y a des intelligences artificielles et donc des coachs qui sauront se servir, comme tu viens de l'expliquer, intelligemment de l'IA, et pour en faire quelque chose de plus émotionnel et plus humain finalement au final. Alors, je dirais une autre chose aussi, peut-être pour compléter le point d'avant, que ça, je pense que c'est vraiment un message que je trouve intéressant de répandre, c'est que le risque de l'IA, qui a un risque, et de toutes ces technologies de l'information, c'est qu'on souffre plus à l'avenir d'une surconsommation intellectuelle et qu'on aille dans un excès d'apprentissage pour délaisser un manque de transformation intérieure. Parce qu'en fait, ce qui transforme, c'est l'expérience intérieure. Donc, on peut, de mon point de vue, souffrir d'un manque de transformation interne par un excès de surconsommation externe. Je ne sais pas si tu me fais comprendre. C'est-à-dire que je me nourris plus, au lieu d'aller me chercher de l'intérieur, de méditer et d'aller chercher des réponses qui viendraient de l'intérieur, eh bien, je me suralimente d'alimentation extérieure. Et moins je vais vers ce monde intérieur, tu vois, plus du coup, j'essaie de trouver à l'extérieur des réponses. Et je vois malheureusement des personnes, on en parlait en début d'échange ensemble, ah oui, mais alors si je ne sais pas trop dans quelle direction aller dans ma vie, moi je revois toujours sur ta réponse, elle est intérieure. Et pour ça, il faut apprendre à aller la chercher. Donc, ça veut dire que c'est dans l'expérience de la transformation intérieure qu'on optimise sa faculté à transformer, bien sûr, le monde extérieur ou les autres qui sont à l'extérieur. Tu vois ? Et donc, c'est très important de comprendre que le risque de la surinformation, c'est de nous entraîner dans un manque d'intégration. Et là, ce que tu expliques... C'est un peu comme celui qui lit plein de bouquins, voilà, mais qui ne met rien en pratique. Tu vois. Voilà. Et ça, c'est vraiment comme rester en surface et pas aller dans la... Donc, du coup, on a des cerveaux qui sont très grands, on finira par des têtes, tu vois, allongées parce qu'on a des cerveaux énormes, et puis des corps qui sont tout petits. Donc, moi, mon enjeu, c'est de réinverser un peu les deux sont importants, mais c'est l'intégration et l'expérience qui fait toute la différence. C'est absolument... C'est comme, tu sais, le coaching ou le développement personnel, c'est comme apprendre à conduire une voiture. Alors, c'est déjà bien de le faire dans un livre, c'est encore mieux de le faire sur des vidéos, mais jamais, 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 si toi, t'es moniteur et que je viens m'asseoir à côté de toi, jamais j'aurai l'expérience, d'une expérience. Enfin, c'est ce qui transforme, c'est l'expérience. Merveilleux. Voilà. Écoute, c'est exactement ça, en fait. Ne pas rester en surface et aller dans la profondeur pour l'intégration et la transformation. Écoute, franchement, merci. Les exemples sont très, très riches et parlants. Si aujourd'hui des gens nous écoutent et qui veulent se lancer dans les métiers de l'accompagnement, que ce soit coaching, thérapie, peu importe, ce serait quoi en 2025
pas un conseil, mais tu vois, une direction ou quelque chose que tu pourrais leur donner pour dire, si aujourd'hui, oui, écoutez-vous, regardez à l'intérieur, mais ce serait quoi le truc en plus pour 2025 pour toi, pour les futurs coachs, thérapeutes, ceux qui veulent se lancer en fait? Ma réponse va être directe. Investissez d'abord sur vous-même. Commencez par vous former. Parce qu'aujourd'hui, tout est devenu tellement fin. Formez-vous. Et après, avec qui? Formez-vous avec les gens qui vous inspirent. Donc, ça veut dire que faut pas seulement s'arrêter au diplôme et à la structure. Faut aller voir qui sont les personnes avec lesquelles vous allez interagir, parce que vous devez être inspiré par un enseignant ou par un formateur ou par un coach. Voilà, c'est ça qui est très important, parce que l'apprentissage n'est pas qu'intellectuel. L'apprentissage, c'est quand vous avez navigué avec quelqu'un qui vous a inspiré. Voilà, il y a quelque chose qui se passe à un niveau beaucoup plus profond, et c'est ça qui fait la richesse pour moi d'un enseignement. Et voilà, et puis se rappeler que c'est des vrais métiers, que voilà, aujourd'hui on peut plus se permettre, si on veut vraiment se positionner, de rester en surface. Il faut aller en profondeur, et ce sera jamais terminé cette profondeur, ce qui n'empêche pas de passer à l'action et de commencer, etc. Mais le voyage vers le monde intérieur est aussi puissant que la croissance à laquelle on aspire vers le monde extérieur. Donc l'investissement sur soi-même, pour moi, c'est la priorité numéro 1. Paul, merci énormément pour ce temps. Merci d'avoir partagé avec autant d'authenticité, de richesse et de profondeur. Pour le coup, où est-ce qu'on peut te retrouver? C'est quoi ton actualité du moment, Paul? Écoute, actuellement, là, on vient de fermer les portes sur un gros projet de formation qui s'appelait ADVM. Mais sinon, le mieux, ceux qui veulent oser me suivre, j'ai beaucoup de choses, beaucoup de vidéos, notamment, il suffit de taper Paul Pironnet sur n'importe quel réseau social, en l'occurrence sur Google. Voilà, j'ai j'ai plus de 1000 vidéos gratuites. J'ai donné de contenu. On mettra le lien de toute façon de YouTube. Et voilà, après, il y a un site internet, Paul Pironnet Institut, qui est en train d'être fait. Il y a beaucoup de choses qui arrivent. Enfin voilà. Tapez Paul Pironnet sur Google, il y a de quoi lire, de quoi voir, de quoi entendre, des podcasts, des machins, enfin, il y en a plutôt trop que pas assez. Et moi, je consomme énormément tes contenus sur YouTube, parce que j'adore ce format et t'expliques super bien et super simplement, en fait. Surtout le champ d'application, t'es allé chercher des sujets comme le divorce, comme tu touches à la vie des gens, ça devient extraordinaire, cette chaîne YouTube, parce que justement, c'est la PNL appliquée à tous les domaines de vie. Je trouve ça vraiment riche et extraordinaire. Bravo en tout cas pour tout ce travail. Merci. Écoute, merci Mehmet, et bravo aussi de ton côté, toi, de sensibiliser, de propager, de participer à ce mouvement de sensibilisation, de connaissance. Voilà, parce que je pense que le monde a tellement besoin de se prendre en charge, et puis d'aller vers, on a tellement de mauvaises nouvelles que c'est bon d'apprendre aussi à se gérer de l'intérieur pour mieux gérer l'environnement. Et merci aussi à toi pour ce temps que tu nous as dédié aujourd'hui ici. Je vous mettrai évidemment, les amis, les liens pour accéder à Paul autour de cette vidéo. On se retrouve au prochain épisode dans Parole de coach. C'était Mehmet. Merci à tous. Merci Paul. À bientôt. Salut à tous.